que Curtis. Curtis, bonsoir. Bonsoir. Bonne arrivée à vous. Merci à tous ceux qui nous suivent. C'est vrai que vous avez été absent le mardi passé et puis les téléspectateurs, les amoureux de ce magazine Sport Plus ont bel et bien demandé, mais Curtis, qu'est-ce qui se passe avec votre consultant maison? J'ai dit, ben voilà, c'est vrai qu'il a eu un petit couac, mais forcément le vendredi, il sera parmi nous. Et donc voilà, vous avez répondu présent à ce grand rendez-vous du sport sur ce magazine des sports Sport Plus. Oui, merci encore, parce que bon, vous savez, c'est aussi un corps, il y a certaines situations qu'on ne peut pas maîtriser, ce qui a fait que je ne sois pas là le mardi passé. Car cela nous tient, on est là, donc on tient la baraque, on va continuer. L'a dit Curtis, on tient la baraque. Alors Curtis, déjà nous allons vite nous plonger dans notre magazine, tout en commençant bien sûr avec la CAN U17 Maroc 2026, qui a déjà tenu ses promesses lors de la première journée. Quelques résultats ont été enregistrés. Quelques surprises aussi, quand on voit déjà la RDC se faire lapider, prendre un score de 3-0 face à la RDC, c'est une nation qui travaille très bien. Ils ont la post-formation et la formation, et c'est une nation quand même qui nous sort des pépites, comme vous l'avez dit. Et cette fois-ci, ils sont tombés sur une équipe de l'Ouganda. Moi, je me suis dit, en regardant un peu les images, les RDC a pris de haut l'Ouganda. Donc c'est une équipe, peut-être qu'ils se sont dit, bon, on va réussir par les dominer et tout, parce que l'Ouganda n'est pas une grosse force africaine en matière de football. Donc peut-être que la RDC les a prises de haut, et après ça s'est retourné contre eux. Parce que nous sommes ici, nous voyons peut-être ce qui se passe du côté de la RDC, mais certainement on n'a aucune idée de ce qui se font, plutôt de ce qui se fait en Ouganda, les efforts qu'ils font. Peut-être nous on n'a pas les connaissances. Oui, j'ai quand même pu surfer sur l'actualité ougandaise où on se rappelle encore du sélectionneur des Diabrouches qui nous avait laissé, qui est maintenant Paul Pout, qui est de l'autre côté de l'Ouganda, qui a mis en place comme ça l'armada qu'il faille aller avec, où la formation débute par les U15, ça monte jusqu'à l'équipe A, voilà, l'équipe A de cette nation ougandaise. Donc on se rend tout de suite compte qu'il y a quand même un grand travail de fond qui est en train d'être réalisé de l'autre côté aussi de l'Ouganda, notamment par le biais de Paul Pout. Oui, mais le problème c'est lequel? Quand vous prenez un sélectionneur pour lui donner une vision comme ça, travailler à long terme, commençons par la post-formation, la formation, les U17, bon, le U15, les U17, aller jusqu'au U20, le U21, jusqu'à constituer un noyau de l'équipe nationale. Ça veut dire que vous avez envie qu'il reste longtemps et que ce projet voie le jour. Bon, là, nous voyons déjà avec ces U17 qui ont déjà marqué le pas. Ils marquent déjà leur territoire, ils marquent un peu la présence dans cette camp-là en battant la RDC. Donc moi, je me dis qu'avec un peu plus de sérieux et du temps, l'Ouganda peut-être sera une grande nation, on n'en sait rien. Donc si Paul Pout a tous ses moyens à sa disposition et le temps qu'il faut de travailler sans qu'il y ait des soucis, un peu des guéguerres politiques et tout ça, peut-être que... Et on se rappelle aussi que l'Ouganda a quand même participé à la toute dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est quand même une nation qui est en train de beaucoup travailler. Et on se rappelle aussi que nous avons quand même croisé Paul Pout sur notre chemin et le score, il est connu. Paul Pout n'a pas fait cadeau au Diable Rouge du Congo, tout en sachant bien sûr que cette nation l'avait mis à la porte. Et donc du coup, il s'était dit qu'en face de lui, l'adversaire est connu parce qu'il a officié ici au Congo. Mais puis, il y avait aussi une revanche à prendre de l'autre côté de l'Ouganda. Voilà. Oui, mais vous savez, en dehors de cette revanche-là qu'il avait à prendre face à nous, Paul Pout, quand même, c'est comme dirais-je, c'est quelqu'un qui maîtrise l'Afrique. Effectivement, parce qu'il a été finaliste d'une CAN déjà avec le Nigeria. Le Nigeria, voilà. C'est quelqu'un qui a perdu, c'est vrai. Oui, il a tourné un peu en Afrique dans plusieurs nations. Donc, quand il est tombé sur le Congo, avec, je dirais, sa colère, il voulait tout simplement se venger. Bon, c'est le sport, il ne s'est pas vengé avec les armes, mais il s'est vengé sur le terrain. Jeu, voilà. Il s'est vengé sur le terrain et nous avons été éliminés de cette CAN-là, malheureusement pour nous. Donc, c'est quelqu'un qui fait un excellent travail. C'est quelqu'un, si vous le laissez le temps, il fait partie des rares entraîneurs à venir réussir en Afrique. Il y a lui, il y a Claude Leroy, il y a Hervé Renard, ils sont quand même assez nombreux. Les sorciers blancs. Les sorciers blancs, il y a Walid Alilozid qui est actuellement du côté de l'Algérie. Donc ils sont un peu nombreux comme ça à venir réussir en Afrique. Et moi je pense que l'Ouganda, c'est peut-être une nation qui nous réserve des surprises. Attendons, nous allons voir. Quelques résultats à l'issue de cette première journée. Côte d'Ivoire, Cameroun, 2-0 en faveur des U17 ivoiriennes. Ouganda, RDC, 3-0 en faveur de l'Ouganda.
Égypte, Éthiopie, 0 but partout. Maroc, Tunisie, 1 but partout. Afrique du Sud, Sénégal, 2 buts à 1 en faveur de l'Afrique du Sud. Là aussi une surprise. Hein. L'Afrique du Sud? Oui, aussi une surprise. Une surprise si c'était, je dirais, le Congo qui battait l'Afrique du Sud ou qui battait l'Égypte. L'Afrique du Sud, c'est une nation qui travaille très bien dans le football. Et le Sénégal aussi. Hein. Oui, mais il y a quand même eu 3 catégories qui ont quand même remporté des trophées majeurs, notamment des Coupes d'Afrique. Oui, là, en fait, en 2000, avant la CAN passée, le Sénégal a tout raflé, même la CAN de la plage. Donc, c'est une nation qui travaille très bien, notamment avec leur centre de formation, avec Jambars, ils ont notamment Génération Foot, mais à côté de ça... À Pékin aussi. Oui, ils ont beaucoup de centres comme ça. Le centre professionnel, il en a 5 au total au Sénégal. Donc, vous vous rendez compte, mais l'Afrique du Sud, c'est une grande nation. Ce n'est pas une nation qui vient de naître, c'est une nation qui travaille à très longtemps. Ils ont des clubs professionnels dans ces clubs-là, et ces clubs-là ont des centres en bas. C'est des clubs qui sortent des pépinières, qui deviennent des professionnels. Donc, c'était très facile pour le sélectionneur de l'Afrique du Sud de constituer une équipe de U17. Et bon, peut-être la surprise, c'est battre l'Égypte, c'est battre plutôt le Sénégal. Mais comme connaissant un peu les forces de l'Afrique du Sud, ça ne peut pas être quelque chose qui nous étonne. Tanzanie, Mozambique, 3 buts à 0 en faveur des Tanzaniens. Algérie, Ghana, 2 buts partout. Mali, Angola, 0 but partout. Oui, nous allons se refaire sur la question aussi, vous l'avez évoqué. Voilà, vous parlez des centres de formation. On se rappelle aussi qu'il a de cela quelques jours que le ministre des Sports a effectué une visite de l'autre côté du centre à Oyo, au centre à l'académie à Lima, où il a visité les instances, mais aussi il a quand même aussi partagé quelques beaux moments avec la future pépite des Diables Rouges qui forcément vont aussi servir la nation. Il a dit le ministre des Sports Hugo Ndélé que c'est cette pépinière-là, on compte sur vous. Voilà, vous êtes la relève de demain, donc à vous de beaucoup travailler. Et puis forcément dans les jours à venir, vous allez aussi écrire des belles lettres de noblesse, notamment du football congolais. Oui, c'est déjà quelque chose à féliciter. Hein. C'est déjà quelque chose à féliciter parce que voir aujourd'hui le ministre des Sports se rendre du côté de l'académie à Lima, pour essayer un peu de les encourager par là, ces jeunes qui sont déjà là-bas. Parce que j'ai suivi son discours, il disait c'est sur vous que la nation compte. Effectivement. C'est la relève de l'humain. Oui, c'est la relève. Donc forcément, la nation ne peut que compter sur eux. Mais c'est une lourde tâche déjà qu'on leur impose. Au moins, ils savent sur quoi marcher parce que la nation compte sur eux. C'est une bonne chose. Mais moi, j'aimerais demander une chose de plus. Parce que vous savez, l'académie à Lima ne peut pas détecter les jeunes talents dans toute la nation. Ils ne peuvent pas. Est-ce qu'ils ont des recruteurs qui sont en fait qui travaillent là-dessus. Donc forcément, ils ont des agents qu'ils envoient de par-ci de par-là qui ont l'œil pour dénicher ces pépites-là. Moi, quand je dis qu'ils ne peuvent pas détecter les jeunes talents dans toute la nation, imaginons qu'un recruteur quitte Oyo pour venir ici à Pointe-Noire, recruter un jeune. Nous connaissons un peu les conditions de... Nous ne sommes pas comme en Europe, nous connaissons nos conditions de vie ici au Congo. Donc, quand je dis qu'ils ne peuvent pas, c'est une manière pour moi de solliciter le fait... Mais déjà, les conditions, ils sont. L'académie à Lima, il y a quand même des fonds qui ont été mis en place. Les conditions, elles sont bel réunies. Les dortoirs, on a vu. Le manger des joueurs, le suivi, tout y est. Tout y est, voilà. Tout y est. Même le côté sanitaire et tout ça, tout y est. Mais ça, c'est au sein de l'académie à Lima. Je prends un exemple palpable, un exemple précis. On vient chez vous, on prend votre fils qui a à peine 9, 10 ou 11 ans. Vous voyez, on va l'emmener à l'académie à Lima, qui est de l'autre côté, très loin d'ici. Nous sommes à Pointe-Noire. Vous, autant que parents, est-ce que vous serez enthousiasmés à laisser partir votre enfant? Je ne pense pas. Donc, c'est plus... Mais si et seulement si vous voulez le voir émerger, vous avez confiance en votre fils, et vous savez que ce dernier regorge un talent, que vous voulez voir ce talent-là émerger, forcément, donc vous le laisserez partir. Vous et nous sommes dans le sport. Nous y connaissons et nous savons ce que c'est. Mais il y a de ces parents qui ont des enfants qui ont de talent, mais qui ne peuvent pas laisser partir leur enfant. Qui n'ont pas des moyens. Qui n'ont pas aussi des moyens peut-être d'inscrire l'enfant à ce centre-là. Maintenant, c'est pourquoi je fais une sollicitation, je fais une demande. L'académie à Lima, c'est très bien, mais que ça ne s'arrête pas qu'à l'académie à Lima. On peut mettre un centre aussi à Dolisie. Oui, puisque tout récemment, il y a eu réunion entre
Je pense que c'est entre le non, oui, c'est entre le ministre, ministère, ouais, oui. ouais, entre le ministre et Le COMEX et tout ça. et puis ben voilà, Oui. tous ceux-là qui détiennent des centres. Oui, Donc c'est pour dire que non, il y a quand même des centres à foison. Les centres, il y en a, mais ces centres-là, même ici, moi j'en vois où c'est quelqu'un qui prend des jeunes comme ça. Mais est-ce que ce sont des centres dignes? Ce n'est pas des centres professionnels. Académie Alima, on voit de devenir un centre professionnel. Il l'est déjà, je pense. Oui, vous pensez. Donc il est en voie de le devenir. Et dès que les talents commenceront à sortir de là, on va applaudir, on dit que non, voilà, on a un centre professionnel. Pour l'instant, c'est encore dans les sous-sols, c'est comme dans les bas-fonds, on n'a pas encore vu un talent sortir de là. Maintenant, comme ils ont déjà mis les moyens, s'il y a plus de 2 milliards qu'ils ont mis à l'Académie Alima, j'ai vu plus de 2 milliards 200 et quelques millions comme ça. Ils ont investi à l'Académie Alima. Ils peuvent investir cet argent aussi. En Pointe-Noire, on crée un centre, on le rend professionnel. On crée un centre, soit en Caï, Dolézy, peu importe, on le rend professionnel. On crée un centre à Brazzaville. On choisit au moins ces grandes agglomérations-là. On met un centre, on peut en avoir 5 ou 6. Et après, ces centres-là doivent être accompagnés d'un club de football. Ou alors tous les clubs qui sont dans notre championnat ont la possibilité de recruter des jeunes dans ces centres-là. Mais normalement, moi je pense que c'est ça le but. Oui, les centres. Oui, c'est ça. Mais pour l'instant, on n'a qu'Académie Alima, qu'on vient de voir. Non, mais il y a aussi le centre, il y a aussi un centre à Brazzaville. Oui, mais... Et vous vous souvenez qu'à l'époque, il y avait aussi Djiri. Oui, il y avait le centre de Djiri, ouais. Je sais. À une certaine époque, on parlait de FC Porto à Pointe-Noire. Il y en avait à une certaine époque. Oui, effectivement. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ces centres-là ne sont pas financés, quand ces centres-là, parce qu'ils n'ont pas aujourd'hui la possibilité de faire des choses avec leurs sous. Ils peuvent commencer avec les moyens de bord. Mais après, il arrive un moment où ils se retrouvent coincés. C'est pourquoi je demande, je sollicite au ministre l'œuvre, l'acte qui vient de poser à l'Académie Alima est très bien. Nous sommes fiers de ça. Voilà ce que nous attendons. Il y a très longtemps qu'on attendait ce genre d'acte-là. Maintenant, nous voulons que ça puisse s'étendre dans tout le territoire national. Un centre là-bas, c'est très bien. Un centre à Brazzaville, peut-être, comment dire, rénover le centre de Djiri, mettre les moyens, oui, nous allons continuer à applaudir. À Dolézy, un centre, d'accord. Mettez les moyens aussi qu'il y ait des jeunes qui peuvent quitter Mouyonzi, Nkaï, Sibiti, peu importe, pour venir essayer de se former là-bas. Mettez un centre à Pointe-Noire. C'est-à-dire que nous, tout ce que nous voulons, c'est que nous ayons des... Parce que nous avons le talent, et que ce talent-là soit encadré, que ce talent-là soit soutenu, et que ce talent puisse émerger demain, que nous soyons fous de notre football. Il y a aussi le centre national à Brazzaville. C'est vrai que vous l'avez évoqué, hein, que pour vous, donc vous aurez voulu qu'il y ait ces centres-là à foison, mais structurés. Structurés, comme oui. Celui de le centre de l'Alima. Oui, l'Académie Alima est structuré. Ça veut dire que c'est pas n'importe qui. Tu quittes chez toi, tu vas... Non. C'est un jeune qui vont prendre, qui sera inscrit, qui sera encadré là-bas. Donc, il va continuer ses études là-bas, il va apprendre le football. C'est-à-dire c'est un vrai centre d'encadrement. C'est-à-dire quand quelqu'un sort de là, il est professionnel, il sort, bon, je dirais avec un métier, parce que le football, c'est un métier. Effectivement. Il sort de là avec un métier, il sortira en tant que professionnel. Ça veut dire qu'en sortant de là, il rejoint un club avec un contrat. Et nous voulons que ça se passe un peu partout. Un à Dolézy, un à Pointe-Noire, un à Brazzaville, peu importe, on peut mettre un à Owando. Tout ce que nous voulons, c'est qu'il y ait des centres comme ça. Et on peut avoir aussi des petits centres de détection. Par exemple, on crée un centre parallèle à Kinkala, un centre parallèle dans chaque département. Dans chaque département où on peut détecter un jeune, on le met dans le centre qui est ici. Il fait son test, il réussit à son test, voilà quoi, il continue sa formation dans le centre. Mais ici aussi, il y a quand même des centres, ici à Pointe-Noire, il est quand même un peu structuré. Je vais prendre le cas du centre de Natalis, qui forme aussi des pépites, voilà, qui les vont parfois aussi. Oui, mais Natalis forme des pépites. Mais si on peut poser une seule question à ce Congolais qui nous suit, à ce Pontonégrin qui aime le football, donnez-moi le nom de 2 jeunes qui sont sortis de Natalis que nous connaissons. Il y en a quand même. Nous les connaissons parce que nous sommes là. Nous sommes les chasseurs des informations. Mais tous ceux qui suivent le football de loin, est-ce qu'ils les connaissent? Certainement pas. À quel moment Natalis se recrute? À quel moment les tests se font à Natalis? À quel moment les gens y vont? Et comment est-ce qu'ils vont à Natalis? Est-ce que Natalis prend ces jeunes pépites-là? Est-ce que Natalis a les moyens de les entretenir tous? Est-ce que Natalis peut s'engager à dire que non, bon voilà, je suis un centre professionnel, les enfants peuvent venir faire leurs tests, après je les garde ici jusqu'à devenir professionnels? Je ne pense pas.
C'est pourquoi je sollicite les moyens de l'État. Je sollicite à ce que le ministre, ce qu'il vient de faire à Lima, qu'il le fasse un peu partout. Même si on peut créer 10 centres à Pointe-Noire, l'abondance de biens ne nuit pas. Donc ils peuvent venir. Et voilà quoi. Tout ce que nous voulons, c'est voir nos jeunes talents. Mais c'est beau ce que vous dites. C'est beau ce que vous dites, que oui, que créer beaucoup de centres. Mais après, ces centres-là, si on les crée, et puis si les conditions n'y sont pas, forcément, ça sera encore du gâchis. Oui, mais les conditions, qui va mettre en place les conditions? Moi, je vous donne un exemple. Comment ça doit fonctionner? Moi, j'ai un centre de formation, l'État veut me soutenir. Moi, je sais que j'aurai des moyens pour former mes jeunes. Mais qu'est-ce que je dois faire pour que mes joueurs que je vais former soient rentables? Mais je cherche des partenariats. Je crée des partenariats avec des clubs, même si ce n'est pas en Europe. Mais je peux créer un partenariat avec AS Vita Club, je peux créer un partenariat avec même le club d'ici. Je crée des partenariats avec Asotoyo, avec Léopard et tout. Donc, dès qu'un joueur a du talent sort de chez moi, il fait son test à Léopard. Donc, il a dit à Léopard, le test est réuni. Mais il y a un contrat parce que le club sera structuré et professionnel. Oui. Donc, si Léopard propose un contrat professionnel à un jeune sorti de chez nous, il ne partira pas gratuitement. Donc, Léopard l'achète. Et nous, l'argent que Léopard va acheter, nous, on allons permettons aussi au centre sur d'autres joueurs, après nous allons continuer. Et ces joueurs qui seront à Léopard, quand ils jouent à Léopard, dans les compétitions internationales et tous ces joueurs-là commencent à émerger, deviennent des joueurs professionnels. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'ils vont rester à Léopard? Ils vont continuer ci et là. Et voilà que ça devient une professionnalisation et ça devient un vrai deal comme on voit en Europe. Un vrai deal comme on voit en Europe, l'a dit Curtis. Je pense que dans les jours à venir, forcément que le ministre des Sports mettra encore en place pas mal de structures qui vont dénicher, qui vont nous sortir des futurs Bifouma, comme lui-même il a dit, que la nation compte sur vous, donc c'est vous, la relève de demain. Ouais. Curtis, la Coupe du Monde s'approche à grands pas. Déjà, quelques nations ont dévoilé leur liste, notamment nous allons nous pencher sur la liste de l'équipe française, l'équipe de France, mais aussi nous allons se refaire aussi sur la Côte d'Ivoire, voilà, où Sébastien Haller n'a pas été appelé, alors que ce dernier était ce joueur-là qui avait donné la Coupe d'Afrique des Nations à la Côte d'Ivoire, mais aussi en apportant un plus à cette nation, mais dommage que ce dernier n'a pas été appelé. C'est quand même regrettable pour vous. Regrettable, mais c'est un peu mérité, parce que là, on s'est scié simplement aux performances. Depuis que Sébastien Haller s'est rendu de l'autre côté de l'Utrecht aux Pays-Bas, moi j'ai tendance à le suivre, parce que c'était mon joueur que j'ai apprécié, notamment lorsqu'il était à Dortmund. Parce que quand il arrivait à Dortmund, il était tout proche d'être champion d'Allemagne. Nul était son match nul lors de la dernière journée. Bon, malheureusement pour lui. Mais après, il a fait une saison un peu terne, une saison demi-teinte. Il a été prêté à Leganés, ça n'a pas marché. Et il est parti là-bas, il a joué quelque chose de 15 matchs, j'ai vu en marquant 2 buts. Donc, ces statistiques n'ont pas permis à ce qu'il soit retenu. Est-ce qu'on devait le retenir simplement pour ce qu'il a déjà fait? On n'en sait rien, mais ici, Emile Sefahé a préféré miser sur la forme actuelle, parce que lui, ce qu'il veut, c'est pas se rappeler de ce qui s'est passé avant, mais se créer une nouvelle dynamique et ne pas faire de la figuration à la Coupe du Monde. Oui. Donc, s'il faut le voir de ce côté-là, je pense que Sébastien Haller ne méritait pas de faire partie de cette liste-là. S'il faut voir Et oui, en parlant de Mers Fayet, vous l'avez dit que c'est vrai, déjà que toutes les nations africaines qui prennent part à cette Coupe du Monde ont déjà ce beau souvenir du Maroc, voilà, qui s'est quand même hissé jusqu'en demi-finale, et battre déjà le Portugal, c'était quand même quelque chose de très grand. Et je pense que déjà la République démocratique du Congo, qui de sa poule aura le Portugal en face, peuvent déjà s'inspirer de l'exploit marocain. Oui, mais malheureusement pour eux, ça sera en phase de poule, donc ils peuvent perdre, ils peuvent gagner. Oui, pour l'histoire, nous allons tous applaudir. Mais ce qu'a fait le Maroc, c'est autre chose. Regardez les nations sur la voie du Maroc. Il y avait l'Espagne, il y avait le Portugal, pour ne citer que les deux. C'est des grandes nations. Donc si aujourd'hui, nous voulons que d'autres nations s'inspirent du Maroc, oui, notamment la RDC, parce que la RDC a quand même, oui. L'armada des léopards de la RDC, vraiment, ça craint quand même, parce que c'est quand même une masse de joueurs qui évoluent en Europe et qui connaissent bien forcément les adversaires en qui ils auront affaire. Mais ils jouent entre eux. Si je prends juste un exemple précis, je prends le latéral droit. Wan-Bissaka, il joue à West Ham, il joue en Angleterre, il a été à Manchester United. Donc, qui n'a pas rencontré les Bruno Fernandes? Ah oui, ça aussi qui est là. C'était des coéquipiers, donc c'est entre eux, ils jouent ensemble.
Ils jouent ensemble en Europe. Donc, si nous voulons nous inspirer de ce que le Maroc a fait, je pense que c'est mieux ici, en tant que Congolais, parce que quand je parle de Congolais, c'est en général. Je suis de la RDC, je suis de Congo, je suis Congolais. Donc, en tant que Congolais, je pense que la RDC doit voir un peu quelles sont... Actuellement, commencer à étudier les failles, parce que nous, ils peuvent battre la Colombie, oui, on va applaudir, mais battre le Portugal, nous serons tous fiers de ça. Donc, c'est ce que nous attendons. Nous voulons voir une nation de l'Afrique centrale, nous voulons voir notre Congo, qui est la RDC, arriver, pourquoi pas en finale. Bon. Ah, c'est quand même osé, hein? C'est osé. Le rêve est permis, hein? Le rêve est permis, c'est osé, hein? Voilà, ils sont en finale. Oui. Alors, donc, suivre la liste de Didier Deschamps et ensuite nous y reviendrons pour débattre un peu, surtout sur les absences remarquées dans cette liste de Didier Deschamps. Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba. Défenseur, Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, William Saliba, Dayo Upamecano. Milieu de terrain, N'Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouamini, Warren Zahir Emery. Attaquant, Magnès Akliouche, Bradley Barcola, Ryan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé, Michael Olysée, Marcus Thuram. Merci à Angela Merveille. Curtis, vous l'avez suivi aussi bien que moi. Voilà la liste dévoilée des joueurs qui devront prendre part à cette Coupe du Monde. Didier Deschamps, quelques absents déjà remarqués, qui peut-être pour vous, vous aurez voulu les voir voilà, y faire part de cette liste. Mais qui dommage, les choix de l'entraîneur n'ont pas été les choix dont s'attendaient les populations ou dont s'attendaient les supporters de l'équipe de France. Oui, pour la plupart de tous ceux qui sont sur cette liste-là, méritent d'être là. Mais seulement s'il faut surfer sur les absents, moi j'ai du mal à ne pas voir deux joueurs. J'ai du mal à ne pas voir deux joueurs, notamment Corentin Tolisso, qui fait la meilleure saison de sa carrière de l'autre côté de Lyon. C'est la meilleure saison de sa carrière. De même, quand il était en équipe de France, il ne faisait pas une saison comme celle-ci. Et il y a un autre, l'attaquant de Rennes, le meilleur buteur du championnat de France. Esteban Dupol, c'est le meilleur buteur. Qui n'a pas été appelé aussi. Voilà. Les absents. Merci. Merci à Angela Merveille. Voilà la liste des absents. Voilà. Voilà la liste. Et s'il faut continuer, il y a aussi Florian Thauvin. Thauvin, ah oui, vraiment, surtout Florian Thauvin, c'est vrai que ça a quand même suscité un peu quelques réactions. Quelques réactions parce que les gens n'ont pas compris avec la forme qu'il a actuellement et on sait tous son apport. Oui. Avec Lens, voilà. Et donc du coup, on aurait voulu le voir être appelé, mais ça n'a pas été le choix de Didier Deschamps. Oui, c'est parce que Didier Deschamps, lui, souvent, dans sa logique, il n'aime pas trop se faire chambouler au dernier moment. Donc, lui, il reste carré dans ce qu'il pense, lui, il reste carré dans ce qu'il veut. Et souvent, même, bon, il y a eu quelques années de cela. Moi, j'ai des souvenirs où Ben Arfa faisait des bonnes saisons, mais il n'était pas sélectionné. Ouais. Il y a des saisons où Sami Nassiri finissait le meilleur joueur du championnat d'Angleterre, mais on ne le prenait pas. Donc, Didier Deschamps est resté dans sa logique à lui, où personne ne peut comprendre, c'est lui qui décide. Mais simplement ne pas voir Florian Thauvin, ne pas voir Corentin Tolisso, ne pas voir... Au vu le fait de la saison qu'ils ont fait, forcément ça... Parce qu'on se disait que l'équipe nationale, c'est la récompense ultime des efforts que vous faites. Parce que ces joueurs-là ne peuvent pas prétendre déjà gagner un ballon d'or. Mais au moins pour ce que vous faites et être récompensé de participer à une Coupe du Monde. Parce que si on se fie à la logique, par exemple, je parlais de Emerse Faye, ces joueurs-là méritaient d'être là. Parce que si on prend en comparaison Jean-Philippe Mateta, qui est là, et en comparaison avec Esteban Le Paul, en comparaison avec Florian Thauvin, mais il n'y a pas match. Mais comme Jean-Philippe Mateta a été avec eux lors des matchs les matchs amicaux joués le mois de mars,
il était avec eux, il a fait quand même bonne figure. Bonne figure, voilà. Il était avec l'équipe de France lors des Jeux Olympiques, il était quand même le meilleur buteur aussi. Donc, Didier Deschamps est resté dans sa logique à lui. Nostalgique à ce joueur. Il est resté dans sa logique à lui. Pourtant, Jean-Philippe Mateta sort d'une blessure. Il était absent pendant près de 2 mois. Il vient de revenir à la compétition. Donc, en revenant, il n'a même pas 5 matchs dans ses jambes. Mais il a été sélectionné. Bon. La logique de Didier Deschamps ne peut pas vraiment trop comprendre le comment, le pourquoi il fait ces choses-là. C'est ses choix. Nous allons souffler avec OneXBet. Question pour nous aussi d'entamer le deuxième volet de notre match. Handball cette fois-ci. Il y a la dynamique, le réveil du handball congolais. Après Brazzaville, ils ont posé leur valise sur Pointe-Noire, où devront aussi s'organiser des compétitions, des matchs de gala, comme ce qu'ils ont fait à Brazzaville. C'est déjà ce dimanche, de l'autre côté du stade Enrico Mattei. Vous l'avez dit tout récemment que oui, que c'était de très bonne initiative, que cette dynamique-là, que ces mécènes-là continuent comme ça à réveiller un peu le sport ici au Congo, qui est en train de mourir. Très bonne initiative, vous l'avez dit. Après Brazzaville, le tour revient donc à Pointe-Noire, qui va accueillir ce dimanche-là quelques matchs de gala, notamment de l'autre côté du stade Enrico Mattei en Vouvre. Oui, voilà ici quelqu'un, pour ne pas dire une structure, qui s'inquiète un peu de l'état du sport congolais. Parce que l'acte qu'il pose, c'est pas pour la première fois. Donc ils ont créé des galas à Brazzaville. Et là ils se sont dit que non, à Pointe-Noire aussi, on a des gens qui jouent au handball, mais qui sont un tout petit peu endormis. Donc le but, il faut les réveiller. C'est réveiller le sport. Comme le dit leur en tête, ils disent bien que non, le réveil du handball congolais. Voilà. Donc, et ce que moi j'aimerais solliciter à ces gens-là, une fois que vous avez fini de réveiller, que ce soit à Dolézy, à Brazzaville, une fois que vous avez fini de faire le tour du Congo, je vous demande une chose, écrivez officiellement au ministère, écrivez officiellement à la fédération de handball que vous pouvez lancer un championnat. Qu'ils vous soutiennent, parce que si on s'attend un peu que la fédération prenne les choses en main, ça peut être plus long. Mais Curtis, déjà, je vais, sans pourtant vous entraver, déjà, la dynamique, le réveil de l'handball congolais et la fédération congolaise de handball ne parlent pas le même langage. C'est ça le problème. Voilà. C'est quoi le but? C'est juste des guerres en interne où chacun se bat pour sa peau. Mais ce que la dynamique l'a fait, ça prouve ici aux yeux et aux yeux de tout le monde qu'ils ne font rien pour leurs propres intérêts. Eux, ils se soucient du handball congolais. Et regardez, le billet qu'ils viennent de payer de Brazzaville ici, les matchs qu'ils vont organiser, est-ce que c'est la fédération qui a financé? Ce n'est pas la fédération qui a financé. Donc, certainement, c'est leur sponsor et l'argent sorti de leur propre poche. Donc, ce sont des gens qui veulent que le handball se réveille, que le handball vive. Maintenant, ces gens-là, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est à la fin qu'ils écrivent, quand ils auront fini de créer des matchs de gala, qu'ils écrivent officiellement à la fédération, qu'ils peuvent s'asseoir autour d'une table, qu'ils peuvent discuter et lancer un championnat. C'est tout ce que moi je déclare. C'est tout ce que Curtis déclare et nous aussi, hein, c'est tout ce que nous voulons, c'est de voir les compétitions revenir comme avant, voir un peu cette grande bataille qui se passait avant entre Pointe-Noire et Brazzaville, où on avait vu les Banco, hein, voilà, Aspolis, voilà, Interclub, cette rivalité-là qui existait entre Pointe-Noire et Brazzaville en match d'handball, c'était quand même beau à voir. Mais c'était beau à voir. Moi je me rappelle, je partais assister aux entraînements. Ça se passait là en Tchétché à Saint-François. Oui. Mais j'étais émerveillé de voir les jeux de dames se donner. Mais aujourd'hui, dernièrement, je suis passé par là. C'est-à-dire que... C'est mort. C'est mort. Ils étaient 3 ou 4 seulement qui venaient s'entraîner. J'ai essayé de demander une d'elles, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Sachant le problème qu'il y a. Je demande, on me dit, mais si on s'entraîne, c'est quoi la solution? S'entraîner pour ne pas avoir une compétition dans les jambes. Dans les jambes, c'est se fatiguer pour rien. Donc on attend seulement ce que le ministère va faire. Et Dieu merci, on a maintenant ici une dynamique qui se bat pour ce handball-là. Et je veux qu'on les accompagne. Nous, on peut les accompagner. On peut être là avec eux. On peut les médiatiser comme nous le faisons aujourd'hui. Mais notre accompagnement n'est pas financier. Donc il y a ceux qui peuvent les accompagner financièrement. S'il y a des sponsors qui peuvent mettre la main dans la page, aidez-les. Si le ministère peut les aider, aidez-les. Si la fédération pense qu'à travers cette initiative-là, on peut sortir le handball de cette impasse-là. Mais c'est mieux qu'ils s'entendent avec eux et après de lancer un vrai championnat. Ou la fédération va lui-même, comment dirais-je, sortir sa tête. Mais déjà nous pensons qu'avec
avec la réunion qu'avait tenue le ministre des Sports et puis les présidents des fédérations. Et forcément, ces derniers vont s'aligner et puis à vouloir travailler tout en partageant bien sûr la vision du chef de l'État qui veut voir le sport congolais en général, voilà, retrouver son niveau d'antan. Oui, mais je l'avais aussi dit, moi je l'ai dit dernièrement ici, là. Vous savez, je suis quelqu'un qui marche par ses mots. Dernièrement, je l'ai dit ici, que tout ce que les gens disent, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas encore des faits. Ce ne sont que des dires. Donc nous voulons que le ministre, on a vu sur le football, il vient de commencer avec l'académie, il s'est mis là-dedans pour que les choses aillent mieux. Je ne veux pas que ça s'arrête là, je l'ai demandé tout à l'heure. Que ces paroles prononcées par le président de la République, avec le ministère qui nous a comment dirais-je, reconduit, tout ce que nous voulons, c'est que ces paroles-là se matérialisent. Nous voulons voir les œuvres. Nous ne voulons pas que ça s'arrête seulement sur les paroles. Nous voulons que le travail commence. C'est tout ce que nous réclamons. Que le travail commence. Nous poursuivons cette fois-ci, nous parlons aussi Afro-Basket U18 2026 qui aura lieu du 3 au 16 août à Abidjan. Déjà, les éliminatoires, c'est pour ce 28 mai. Donc, c'est du 28 mai au 4 juin qu'auront lieu ces éliminatoires à Malabo, le Congo. La zone 4, voilà, notre poule, nous avons le Congo, Tchad, la Guinée équatoriale et puis le Cameroun. Les basketteurs camerounais, hein, on les connaît, hein, ils sont déjà réputés pour chaque fois participer à des compétitions. Et nous avons eu pratiquement 12 ans comme ça, 12 ans que nous ne participons plus à aucune compétition majeure. Et là, c'est comme pour nous donc un retour aux affaires. Ça ne sera pas facile pour ces U18. Je pense que les préparations sont déjà en train d'être faites de l'autre côté de Brazzaville. Question pour nos dirigeants de les mettre un peu en confiance, de les dire que oui, que c'est vrai que longtemps nous avons participé à ces compétitions, mais cela n'empêche que vous puissiez montrer de quoi vous êtes capable sur l'aire de jeu. Oui, mais je ne sais pas si les gens se rendent compte un peu de ce qui se passe. Dernièrement, on a parlé de la compétition, je crois que c'était le handball, où nos Diables Rouges U18 ou U20 sont sortis deuxième. Ce sont les U18, les U20. Et on ne parle que de ces U18. Donc ça prouve qu'il y a un grand travail qui est en train... voilà. Il y a un petit noyau et un travail qui se fait avec ces jeunes, afin qu'ils deviennent un peu plus tard professionnels et qu'ils occupent un peu la sélection nationale. Oui. Et ces jeunes aujourd'hui-là, qui se donnent à cœur joie, après 12 ans, où notre Diable Rouge à nous n'a pas participé à des compétitions internationales, notamment sur ce basket-là. Et on se retrouve à ce niveau-là, en août, participer à la FIBA, bien que c'est le U18, mais c'est déjà quelque chose qui devrait motiver. Et j'espère que là, pendant qu'on parle là, parce que août n'est plus loin, c'est dans 3 ou 4 mois. C'est demain août. C'est dans 3 ou 4 mois. C'est maintenant qu'il faut mettre ces jeux-là dans les conditions de la compétition. Effectivement. Donc c'est maintenant qu'il faut les accompagner, c'est maintenant qu'il faut, c'est-à-dire que mettre en place tout ce qu'il faut, ce professionnalisme qui va avec, les moyens, il faut les mettre, afin que ces jeux-là arrivent là-bas. Parce que, vous voyez, moi, ce qui me fait peur, c'est le Cameroun. Les Camerounais sont costauds, et les Camerounais déjà, dans leur essence... Déjà physiquement, quand tu vois un basketteur camerounais, tu sais que oui, que là, il y a quand même un grand travail qui a été abattu. Oui, parce qu'ils travaillent. Ils travaillent. Je ne connais pas trop dans quelles conditions les basketteurs camerounais travaillent, mais souvent nous les voyons. Le Cameroun, c'est pas une nation qui s'arrête souvent au cours de route. Donc c'est une nation qui bosse fort. Et se retrouver dans une même phase avec le Cameroun, c'est chaud. Mais j'espère bien que le ministère, la fédération congolaise de basketball mettra tous les moyens afin que nos jeunes basketteurs reviennent ici avec, comment dirais-je, avec de l'espoir, avec du sourire et avec toute la fierté. Non, déjà, il faut déjà prier que ces derniers, en sortant de ces phases de poule, puissent déjà se qualifier aussi. Parce que le but de ces éliminatoires de la zone 4, c'est de se qualifier pour la compétition qui aura bel et bien lieu en août à Abidjan. Bon, moi, quand je dis qu'ils reviennent ici avec toute cette joie-là, c'est parce que je me vois. Je me projette à la qualification. Déjà. Je suis très conscient. Moi, je suis nationaliste. J'adore mon pays. Donc, tout ce que je veux, c'est que ça aille de l'avant. Je sais. Le Cameroun va nous causer du tort. Je sais. Mais rien n'est impossible. Mais il y a aussi la Guinée équatoriale. Oui, la Guinée équatoriale. Souvent, ils participent un peu à ces compétitions de FIBA. Il y a aussi le Tchad. Et oui. Donc, je pense que le Tchad, bon, on va essayer un peu de l'amener le Tchad ici et là.
Et après, c'est la Guinée équatoriale où ça va se battre entre nous et la Guinée équatoriale. Parce qu'il y aura 2 qualifiés. Donc j'espère bien que nous serons parmi ces 2-là. Et après, nous irons en Côte d'Ivoire. Et après la compétition, nous reviendrons ici avec le trophée. C'est tout le souhait. Merci, c'est tout le souhait de Curtis. Curtis, vous parlez du Cameroun. Voilà, nous allons donc, nous irons aussi au Cameroun où le Cameroun s'est doté d'un nouveau siège, voilà, de sa fédération. Donc, la fédération camerounaise de football s'est dotée d'un nouveau siège. Bien sûr que c'est sous l'égide de Samuel Eto'o que ce siège a pu voir le jour. Flambant neuf et très beau à voir. Quelques autorités qui ont effectué le déplacement, notamment le président de la CAF, voilà, qui a pris part à cette inauguration de ce nouveau siège, de ce nouveau joyau de la Fédération camerounaise de football. Comparé à d'autres sièges, on a pu voir aussi le siège qu'abrite la Fédération sénégalaise de football aussi, les conditions, voilà, il faut quand même le dire, que c'est quand même des beaux sièges qui actuellement sont en train d'être érigés dans ces nations-là, qui ont compris le pourquoi et le but du football. Oui, mais attendez, regardez ce bijou, ça c'est un bijou. Ça c'est un bijou. Et c'est pas parce que c'est Samuel Eto'o qu'il faut seulement applaudir. Non, il faut applaudir le travail. Il faut applaudir quelqu'un qui veut ramener le professionnalisme. Parce qu'avant de construire ce siège-là, est-ce que vous savez qu'en professionnalisant son championnat, le meilleur buteur avait un trophée? Est-ce que vous savez qu'il a mis en place un ballon d'or camerounais? Et surtout quand, je me rappelle encore, il est de cela quelques mois où sur ce plateau de magazine de Sport Plus, nous l'évoquions ici, en disant bien sûr que le championnat camerounais, il y a quand même des récompenses qui tout de suite te laissent perplexe. Tu rends compte aujourd'hui que là-bas, on y travaille vraiment. Le meilleur buteur du championnat, tu sors avec 2 500 000 en tant que prime de meilleur buteur du championnat. Je ne vais pas faire des comparaisons. Maintenant, il a mis en place un ballon d'or camerounais. Donc le meilleur joueur camerounais de la saison a un ballon d'or où il mérite 5 millions. S'il vous plaît, ce n'est pas des moindres. Et quelqu'un comme ça, il vient de nous bâtir ça. Il vient de nous sortir ce que nous voyons là, ce bijou. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a le souci de sa nation. C'est quelqu'un, avant même d'être là, il s'inquiétait et il s'était décidé qu'une fois là-bas, comme il a toujours dit que cette nation m'a tant donné et c'est à moi de rendre aussi à cette nation qui m'a vraiment donné des beaux jours de mon football. Oui, c'est pourquoi il y a d'une émission qu'on avait fait dans le passé ici, mais j'avais demandé à nos anciens joueurs, que ce soit footballeurs, arbitres, peu importe, entraîneurs, j'avais demandé à tous ces anciens-là que le football congolais ont pu donner quelque chose, de venir le rendre, de se positionner à la tête de notre fédération. J'avais demandé ça parce que nous voulons des gens qui vont venir ici avec une idée. Nous voulons que prochainement, que ce soit nous passons ici et montrer ce que nous aussi on a mis en place. Et puis ce joyau a quand même coûté 1,7 milliard. Mais écoutez, est-ce que quand on veut travailler, on se fie en matière d'argent? Non. Est-ce que quand on veut faire quelque chose, est-ce qu'on pense tout de suite à l'argent? Parce que nous voyons ici, dans des projets ubuesques, dans des projets peut-être qui, pour ne pas pointer du doigt qui que ce soit, mais nous voyons aussi dans des projets qui ne valent pas la peine, des milliards à sortir. Il y a des projets aussi, des milliards sont sortis, et après c'est pas arrivé au bout. C'est le moment de mettre tout cet argent-là dans la jeunesse. Parce que le football, construire un siège comme ça de fédération, c'est investir sur la jeunesse. Ça veut dire que ce sont des gens qui s'inquiètent de nous, ce sont des gens qui s'inquiètent du football, ce sont des gens qui veulent que notre football aussi atteigne un certain niveau. Ici, peu importe le président d'une fédération qui le recevra, mais une fois arrivé là-bas, vous sentez que non, c'est quelqu'un qui travaille dans des conditions dignes. Et nous voulons que ces conditions-là aussi viennent chez nous. Ce n'est pas la CAF qui a financé ça. Ce n'est pas financé par la FIFA, ça a été financé par les Camerounais, par les fils du Cameroun, par la fédération camerounaise. Je m'en fous de qui est à la tête de la fédération, mais c'est de la fédération camerounaise qui a construit son siège. Nous voulons que chez nous aussi, qu'on construise des trucs pour notre football. Et que ça ne s'arrête pas seulement à nos sièges, que ça aille jusqu'au stade, qu'on remodifie les conditions qui sont devenues un peu pas dignes de ce nom, afin que, afin que notre football se réveille encore une fois.
On a bien tenu compte de la manche à aller. Mais déjà que l'arbitre, la manche retour de demain, je pense bien, il doit être impartial. Donc ça veut dire qu'il doit enlever dans sa tête l'arbitrage maison. Quand je dis l'arbitrage maison, c'est pas parce que les Zamalek, favoriser toujours parce que les Zamalek il faut après faire comme le match aller, refuser un but et après revenir donner un penalty. Non, il faut rester impartial. L'arbitre n'a pas de choix, l'arbitre n'a pas de camp. Donc ça veut dire quand il y a faute d'un côté, tu siffles, il y a une faute de l'autre, tu siffles. S'il faut laisser l'avantage, tu laisses l'avantage de deux côtés. C'est tout ce qu'il faut faire. Parce que, tout en sachant que ça sera chaud, le Zamalek va ramener du monde. Parce qu'ils ont crié au scandale, ils ont crié au vol à la fin de ce match-là. Donc c'est sûr que l'ambiance sera très tendue. Ça sera très tendu, mais c'est à l'arbitre. J'espère bien qu'on trouvera un arbitre plus professionnel, peut-être que ce que nous voyons naturellement en Afrique, parce que nous avons des arbitres souvent qui sont un peu nuancés. On nous mettrait un arbitre qui sera impartial. Et après, nous aurons un beau match. Parce que... Et déjà, le vainqueur on pochera la somme de 2 milliards 230 millions de francs CFA. 2 milliards 230 millions de francs CFA. Le vainqueur de cette coupe CAF. Oui, effectivement. Et après, donc, on s'imagine un peu si l'AS Otoyo était arrivé jusqu'en finale, ça allait quand même faire grande chose à ce club-là, congolais, qui, avec ses fonds, devait déjà voir toute sa structure être redynamisée et puis voilà, avoir déjà des projets futurs. Mettons, imaginons comme vous avez dit de AS Otoyo se retrouver à ce niveau. Vous pensez qu'AS Otoyo pouvait être en incapacité de payer un joueur en Afrique ici qui joue soit au Cameroun, soit en Tanzanie, soit en Afrique du Sud? Et puisqu'ils le font déjà, donc forcément avec ces fonds, ils devaient s'ajouter. Voilà. Pour l'instant, AS Otoyo n'y est pas arrivé. C'est pas parce qu'il ne pouvait pas, mais c'est parce que par rapport à nos conditions, je dirais semi-professionnelles, auxquels ils travaillent, c'est là qu'ils sont arrêtés. C'était une équipe très forte. Et puis c'est le Zamalek qui a sorti l'AS Otoyo de cette compétition. L'AS Otoyo, donc je me dis qu'AS Otoyo aussi avait une force, avait des moyens d'éliminer le Zamalek. Si seulement ils travaillent dans des conditions dignes. Parce que moi je me dis toujours, AS Otoyo regorge des talents. Notre football congolais, on a vu ça avec l'AS Léopard à une certaine période donnée. AS Léopard était champion d'Afrique, ils ont remporté cette coupe CAF là. Parce qu'il y avait bon, malheureusement pour moi, ça s'est arrêté un peu en route. Parce que ce développement-là devrait continuer jusqu'à aujourd'hui. Plutôt AS Léopard devrait être au moins une référence de Dolisie. Bien que c'est toujours une référence, mais footballistiquement parlant, le niveau a baissé un tout petit peu. Le niveau a baissé. Et nous voulons que la force de AS Otoyo, c'est-à-dire que nous voulons voir ce que nous voyons en Europe. Peut-être un jour, en finale de Coupe CAF, 2 clubs congolais, on s'en fiche quoi. Nous voulons que ça arrive à ce moment-là. Donc nous voulons que le ministre, les fédérations, peu importe, je veux que vous puissiez mettre vos mains dans la pâte là. Tout ce que nous voyons en Europe, tout ce que nous voyons dans d'autres pays en Afrique là, tout ce que nous voyons ailleurs, nous sommes capables de le faire. Seulement il faut mettre de la volonté. Seulement il faut mettre de la volonté. Et puis le dimanche aussi interviendra donc la manche allée de la finale de la Ligue des Champions. Oui. Voilà. Le Mamelodi Sundowns qui sera opposé à l'Asfar. Asfar. Et imaginez un peu, c'est pas un club qui vient de naître, Asfar, mais c'est un club qu'on a restructuré il n'y a pas très longtemps, ça date même pas de 15 ans. Et regardez le niveau qu'il vient d'atteindre. C'est parce qu'ils sont tombés sur des gens qui se soucient tout simplement du club. Ils ont un footballeur qui a marqué un but de coup de foulard, qui fait le tour des réseaux, je ne sais pas si vous avez vu. Et de ce quoi, c'est un défenseur. Il a même, d'après ce que j'ai vu, il a été plébiscité pour être le meilleur but de l'année de la FIFA. Donc c'est parce qu'ils sont tombés sur des gens qui veulent bien travailler et en espace de 5 ans, ils se retrouvent là. AS Otoyo est devenu semi-professionnel, ça fait combien de ans? Je vais quand même rebondir sur le cas AS Otoyo. On a pu voir aussi déjà leur début en compétition africaine où ça n'allait pas. C'était prendre des scores fleuves, 9-0, les 7. Mais après, au fil des années, on s'est rendu compte qu'il y a quand même un grand travail qui a été abattu par son président et puis par tout son staff. Et aujourd'hui, on a vu que les erreurs du passé ont été corrigées. L'AS Otoyo est en train de rivaliser avec d'autres clubs africains. Et nous voulons ici, en quart de finale, c'est quand même quelque chose de très grand. Nous voulons que ça continue. Nous voulons que ça continue. Comme là, ils sont qualifiés l'année prochaine aussi pour représenter le Congo dans les compétitions internationales. Nous voulons que cette fois-ci, ils étaient en quart de finale, mais là, ils atteignent les demi-finales. Et la saison, ils viendraient peut-être aller en finale.
Parce que c'est comme ça qu'on comprend de l'expérience, et c'est comme ça qu'on apprend aussi des échecs, comme ça a été fait d'ailleurs, et nous voulons que ça continue jusqu'à ce que Asoteu peut-être devienne champion d'Afrique, quoi, voilà. Mamelodi Sandoz, Asfar, c'est donc ce dimanche. Curtis, pour vous déjà, pronostic à l'issue de cette finale, tout en sachant bien sûr que le Mamelodi Sandoz, c'est quand même une équipe qui veut rester sur le toit de l'Afrique, du continent. Bon, en Afrique, ici, souvent, c'est souvent des scores serrés, hein. Donc je pense bien à un match nul, un but partout. Un but partout, c'est sur ces mots de Curtis que nous mettons un terme à ce magazine des sports. Merci à vous de nous avoir...